Dans le jardin de Chinzanso, un photographe cherche le meilleur point de vue sur une pagode à triple toit. Des assiettes ornées de sujets, un prince et son hôte devisant. Deux garçons frappent la peau synthétique d'un tambour plus grand qu'eux. Leurs mouvements font glisser les lanières de leur sac à dos le long de leurs épaules. La peur insolite, des fleurs, des brindilles, des fraises en barquette, de l'eau de pluie sur mes cheveux. Projet de séjour et de fête à Yokohama. Joie furieuse, écrit Kyoko dans un mail. Mains gantées de blanc, paumes et doigts noircis par le métal, il brasse des pièces de 100 yens expulsées du ventre de la machine, qui les absorbe et les régurgite sans fin, sous le regard apparemment indifférent du joueur. Je lui trouve la corpulence et la moue d'Ebisu, le dieu replet de la prospérité. Je mange un beignet fibreux de bardane et une plante à la saveur d'anis. Yuriko fut élève du Conservatoire de Paris en mai 68. Les nuits d'insurrection la fascinaient et l'épouvantaient tout à la fois, dit-elle. Encastrée dans le plafond, la ventilation de ma chambre souffle le chaud et le froid en soulevant mes cheveux. Un agent de la circulation fait le geste d'avancer. Je vois, déformé dans un miroir convexe, son double qui indique un autre sens. Un couple en kimono d'apparat. Le noir de l'étoffe qui enveloppe le marié absorbe la lumière. Des branches plongent dans l'eau calme d'un étang qui réfléchit des nuages d'or. Dans une vitrine de Kyoto, à côté d'une épingle à cheveux, dont l'extrémité en forme de minuscule cuillère sert aussi de cure-oreille, est posé un peigne ouvragé. Les deux objets sont en bois clair. Deux femmes observent un oiseau bleu et jaune vif placé au bord du ciel dans une peinture pour panneaux de porte coulissante de Tohaku Hasegawa. Un foulard de soie protège la nuque d'un homme qui surveille un chantier. Un étudiant américain fait tomber ses rébans. Il tend la main vers la bordure de galets formant une frise autour du jardin de gravier. Il se penche, ses camarades le retiennent par l'extrémité élastique de son sweatshirt. Je perçois par transparence une assemblée de carpes. Certaines ont des taches de couleur sombre sur le dos, comme celles que l'on voit sur les mains des vieillards. Un galet violet foncé posé sur une feuille rose recourbée qu'accompagnent 3 sarments vert olive, une pâtisserie de saison. Je n'aperçois au-dessus des haies que les gestes des bras, manches courtes de polo clair, et des mains, projetant ou arrêtant une balle, un entraînement de baseball. Le vent souffle. Les pans de tissu jaune, rouge, blanc, violet et vert qui ornent la bordure du toit claquent. À Naoshima, par la fenêtre ouverte de ma chambre, entre l'air humide et safrané de la mer intérieure. L'eau de la pluie goutte du toit, perles gris translucides. Oblongues, elles s'allongent encore dans leur chute et vont généralement par 3. La première est la plus ronde et la plus lourde. À des branches d'arbousier sont encore accrochés des fruits rabougris de l'an passé. Extrémités rougissantes d'arbres prêts à bourgeonner, branches luisantes de pluie, éclat sombre de l'écorce. En retrait d'un poste de garde-barrière, une sculpture d'objets trouvés. Pelouse jaunie,
jonché de pommes de pin. Un chien enfouit sa truffe dans un tapis de feuilles mortes. Une méduse minuscule. Les nervures bleues et rouge-orangées qui ornent son corps transparent la rendent visible. Au loin, une île devant deux îles, à peine plus foncées, même base plongée dans la brume. Des visages cachés par des parapluies. Un thé mousseux au goût de pelouse. À l'entrée du Memorial Museum de Hiroshima, toutes les 12 secondes, on entend le son de l'explosion du 6 août 1945. Puis, dans la première salle, sur un petit moniteur, l'image muette du nuage en forme de champignon monte et se dissipe à l'infini. Une photo montre le dos d'un homme couvert d'écailles, comme l'écorce d'un vieil arbre après un feu de forêt. Un visiteur renifle, pleure. À Miyajima, les familles posent, assises sur des bancs installés par un photographe. L'assistant écarte des daims qui avalent des bouts de dépliants touristiques. Une femme rit derrière sa main. Au lointain, un peu brouillé par la lumière réfléchie à la surface de l'eau, on aperçoit la ville de Hiroshima. Clic, 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 clac. Dans une pension à flanc de montagne, la fille du propriétaire joue au bilboquet. Un officiant shinto souffle dans un orgue-à-bouche. Derrière la petite assemblée, la porte rouge de Ō-Torii a les pieds dans l'eau. Une boule de glace au thé vert, recouverte d'un peu de pâte aux haricots rouges sombres, entre deux gaufrettes en forme de feuilles d'érable. Quelques heures plus tard, à marée basse, la foule gratte les piliers de Ō-Torii à la recherche de coquillages. La pluie chaude forme une boue noire dans les caniveaux de Kagoshima. La ville poussiéreuse regarde un volcan explosif. Lumière éblouissante et cendre dans les yeux. Une femme vêtue de tweed se recoiffe de la main dans un jardin où jadis se pratiquaient des concours de poésie. Deux oiseaux de proie suspendus au-dessus d'un jardin de rocailles sont prêts à fondre sur un souriceau. Les secousses provoquent chez moi des battements de cœur que je prends pour un tremblement de terre. Des poissons plats enfouis dans le sable au pied de grottes sous-marines en résine. Des raies et un requin-baleine passent et frôlent la paroi de l'aquarium, tandis que des enceintes invisibles diffusent une musique d'aéroport. Le nom du dresseur de dauphins est écrit au feutre sur la bande supérieure de ses bottes blanches en caoutchouc. Une jeune fille trace des ronds à la craie sur le trottoir, claquement sourd et régulier d'un ballon de basket qu'un garçon fait rebondir un peu plus loin en pivotant sur lui-même. Un tissu de feutre rouge froncé dans le corps d'un piano Yamaha. La pavane pour une infante défunte jouée à Ichikaya. Cliquetis des anneaux de rideau, puis le cri rauque de l'oiseau après que tout eut tremblé dans la maison. Jour de typhon, petite suite, pièce à 4 mains de Debussy. Nous dégustons du camembert acheté à prix d'or au rayon alimentation d'un grand magasin chic. Une silhouette derrière un hall de verre dépoli. Coco m'apprend que le père du jeune philosophe était un spécialiste d'atterrissage sur les pistes verglacées d'Alaska. C'est là qu'il avait rencontré son épouse hôtesse de l'air. Des oiseaux donnent des coups de bec et happent des fleurs de cerisier. Une femme monte les marches en tenant son chapeau de pluie par le bord. La brise soulève les pans du blazer d'un homme qui se penche et à plusieurs reprises
frappe dans ses mains. Un bouquet, grand comme 2 fois cette petite fille qui traverse avec sa mère le hall d'un hôtel 5 étoiles. Kyoko et Tomoko chantent une chanson de Billy Joel au milieu de la rue en pente. Yasuko tient à la main un sac en plastique contenant un pot de marguerite rose. Je tire ma valise par sa poignée rétractable. Le frottement des roues sur l'asphalte résonne dans la nuit. Un architecte de l'agence de Shigeru Ban me montre sur l'écran de son ordinateur des structures en tubes de carton montées dans des gymnases à Onagawa et des logements temporaires, un assemblage de containers édifiés dans un stade d'athlétisme. Des bâches bleues occultent les fenêtres et les portes des maisons. Sur les terrains déblayés, des éclats de verre scintillent. Des lignes délimitent nettement l'espace qu'occupait chaque habitation. On voit des supermarchés et des garages dont il ne reste plus que l'enveloppe. Rez-de-chaussée et hangars de supermarchés évidés. Sur cette corde à linge, des vêtements sèchent et prennent la pluie depuis 1 an. Un poteau avec un compteur électrique est plié comme un cintre. Dans le port de Matsushima, à la proue d'un bateau, en lettres majuscules, les mots « Big Wave ». Des tissus imprimés et un tapis enroulé en écharpe autour d'un poteau. Une grue blanche immobile au bord d'un ruisseau enfouit son bec dans ses plumes, puis se redresse et considère le paysage. Le bus avance au pas. Sur l'asphalte, toutes les lézardes ont été retracées à la peinture blanche. Forêt de poteaux et de fils électriques neufs. Sur une étagère au bar d'Ishinomaki, une troupe de figurines en plastique, héros de manga et de littérature fantasy, figés dans des gestes de combat. À Matsushima, le passage incessant des camions avec remorque couvre la musique diffusée dans un café. Je vois, depuis l'étage, ce qu'ils livrent. Des portes, des fenêtres, du bois, des poutrelles métalliques, des grues télescopiques, des bonbonnes de gaz. Large marque d'inondation sur la moquette de l'hôtel. À Onagawa, il ne reste que l'hôpital bâti sur un promontoire. Un homme propose de me montrer les sites du désastre avec un sourire de tour opérateur qui m'effraie. Le long d'une rivière court une rambarde en ligne brisée, tandis que dans l'eau infusent des débris de tout. Des sacs en plastique renforcés, remplis de terre, servent de remblais pour retenir les bords des routes et des rivières. Un quai de gare sans gare ni rail. Un cimetière que domine une déchetterie. L'éclat noir des tombes à flanc de colline. À la gare d'Ishinomaki, les écoliers, pantalons d'uniforme portés comme un jean baggy, chemise débraillée, ceinture cloutée, agitent une canette de Coca-Cola. Ils boivent la mousse qui s'en échappe et sont pris de fou rire. Une jeune fille descend à une gare et se dirige vers un quartier où les maisons semblent toutes avoir été désertées. Les îles de la baie de Matsushima disparaissent derrière un rideau de pluie. Les cigarettes noires, au goût de coco, vendues par un marchand de tabac à Sendai, dans un quartier où, devant les bars, de jeunes hommes en costume lamé noir ou gris, cheveux travaillés au gel, offrent leur service aux femmes. Quelle année ma grand-mère m'a-t-elle offert ce stylo-plume noir laqué à motif de fleurs de prunier ? J'ai toujours imaginé qu'il s'agissait d'un cadeau d'élève. Le siège de la maison Pilote est un magasin de luxe à Kyobashi, près de Ginza.
Le rez-de-chaussée est occupé par un coffee shop. Je dépose mon stylo au premier étage de la Penn Station, qui est aussi un petit musée de l'écriture. On me dit de revenir dans 1h30. À 2 pas de l'avenue Shuodori, dans une salle de la collection Bridgestone, je contemple une montagne Sainte-Victoire peinte par Cézanne. À 18h précises, un homme vêtu d'un tablier blanc taché d'encre m'apporte le stylo-plume laqué dans un petit récipient en plastique mat. Il est accompagné d'une interprète. Il m'explique en 2 langues en quoi a consisté la réparation. Plume et capuchon désencrassés et repolis. Une nouvelle barrette fixée au capuchon. Ils ajoutent quelques recommandations. Nettoyer l'intérieur du capuchon à l'aide d'un coton-tige humide tous les 2 mois. Maintenir le stylo à la verticale, la plume tournée vers le bas. Écrire tous les jours. Dans le film de Shohei Imamura, la pluie noire est comme de l'encre épaisse qui tombe le lendemain de l'explosion de la bombe de Hiroshima en formant de grosses gouttes chaudes sur la peau des hommes et des femmes. Les personnages du film nomment la bombe l'éclair. En japonais, 2 mots ont été créés pour distinguer les irradiés du jour même et les irradiés du lendemain. Vision féerique de cerisiers en fleurs, formant une arche au-dessus de la rivière Kanda. Je bois à petites gorgées une boisson tiède, légèrement alcoolisée, en m'adossant à une cloison. De la main, nous parfumons nos cheveux de fumée d'encens. Nous nous arrêtons dans une buvette que protègent des bâches en plastique. Nous commandons de la limonade, servie dans des bouteilles consignées en verre épais, contenant chacune une bille de verre. Nous déjeunons d'un plat de soba et buvons leur eau de cuisson trouble. Mr. Minute à Roppongi. J'attends, sur une chaise en sky, les pieds dans le vide. J'observe les écoliers et les écolières chaussés de bottines. Ils semblent s'être échappés d'une gravure victorienne et font la queue devant un téléphone public vert.